Bonsoir tout le monde. Bon, je m'appelle Michel Leroux. Je suis entre autres coloriste. Je fais des projets de photographie, montage de finition, haute définition. Et puis des projets de recherche et développement dans le domaine de la vidéo broadcast, puis du secteur parallèle à la technologie de l'information. J'ai mis ma photo d'agent d'immeuble. En fait, c'est la seule photo que j'ai trouvée rapidement pour vous montrer un petit peu ma table de travail. Ce qu'on voit principalement, mes deux outils les plus importants pour faire de la colorisation, c'est les consoles, les contrôles surface. Les consoles que j'utilise, c'est des consoles qui viennent d'Angleterre, c'est fabriqué par la compagnie Tengen Device. C'est les modèles CP200, c'est en 3 modules. Ça émule un peu le gros modèle CP100 qu'on retrouve sur un Autodesk Cluster. Donc, il y a à gauche, il y a la section contrôle, transport. La section du centre, c'est plus des trackballs. Tengen Device font affaire avec une compagnie qui s'appelle Traxis. Ils font des trackers optiques. C'est très, très précis. Ça permet de faire des diagonales là, dans l'axe XY très, très, très précisément. Puis, ils ont des beaux l'affichage dessus, c'est du vacuum tube. Je pense qu'ils utilisent ça dans des Boeing. C'est une compagnie qui a fait un petit peu de déviation vis-à-vis le monde du broadcast et du cinéma numérique. Et de l'autre côté, à droite, c'est plutôt tous mes contrôles de key et l'usage de mes secondaires, les print lights et tout ça. Donc, tout ça, c'est paramétrable, puis c'est le software qui traque ça. Temps réel. Puis j'ai programmé beaucoup aussi de clés directes là, pour travailler rapidement parce que pour réussir à faire, je sais pas moi, 250, 300 plans dans une session, il faut que ça clenche, puis tu te sers tes 10 doigts, puis c'est la façon de vraiment travailler parce qu'à la souris, tu t'en sors pas. Donc aussi, l'autre élément important qui est pour moi ma référence principale, c'est le moniteur que j'utilise, c'est un moniteur Cinetal. L'avantage de ce moniteur-là, c'est un moniteur intelligent. Oui, c'est un LCD. Oui, c'est un LCD 8 bits. Les 10 bits s'en viennent. Il y a encore de la résistance par rapport à ça, malgré que sur la côte ouest américaine, ces plateaux de tournage, on en voit de plus en plus. Là, même dans la dernière revue de la SMPTE du mois de septembre, on parlait que le CRT était fini. C'était mort. Mais pourtant, il y en a beaucoup qui parlent, qui disent hey, « moi, je veux juste par un CRT, juste par un CRT ». Moi, personnellement, quand je vais chez Future Shop, j'en vois plus de CRT. Puis on fait soit du cinéma numérique ou de la télévision dans le but d'avoir une continuité là-dedans. Puis en termes de luminosité, qu'est-ce qu'on a dans un LCD? Bien, c'est 10 fois plus qu'un CRT. Donc, et en plus, comme c'est un moniteur intelligent, moi, je peux jouer dans des espaces de couleurs. Moi, je travaille dans l'HD, dans l'espace de couleurs qui est REC 709. Et puis, également, selon les normes du DCI, le Digital Cinema Initiative, qui est la version 1 au niveau de la colorimétrie. Et puis, j'utilise 3-4 recettes pour être capable d'être compliant avec un film scanner, mettons, un Arri laser, quand je fais des projets de source HD et finalisés en 35. Par exemple, c'est un champ d'expertise que j'ai développé, prendre des projets de films du domaine du cinéma indépendant et les sortir en format 35. Dans les dernières années, j'ai sorti un film que je vois justement quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Pure, qui a été printé en 35, qui a été tourné en 720p. Un autre film aussi qui s'appelle Les États nordiques de Denis Côté. Pure, c'est Jim Donovan, réalisateur. Et plus récemment, ce film-là, de Sophie Deras, qui est très talentueuse, elle a scénarisé, elle a monté, elle l'a tourné. Ça s'appelle Rechercher Victor Pellerin, qui a été présenté un peu partout, au cinéma Beaubien, à Toronto, à New York. Et c'est je ne le brûlerai pas, là, mais on appelle ça un documentaire, ça, comme style. Très intéressant. Je vous montrerai des extraits tantôt. Ça a été printé en 35 aussi. Donc, c'est un peu pour vous présenter l'environnement de travail. Je travaille en environnement, généralement, moi je numérise en 1920-1080, on-compress 10 bits, mais l'application elle gère l'information en 12 bits, en RGB. Et puis c'est un environnement non destructif, puis j'ai un rate de 7 terabytes là-dessus. Et quand j'ai installé ça, il y a 2 ans, ça, janvier 2006, j'avais installé ça sur un G5 Quad,
avec une carte NVIDIA QuadroFX 4500, 512 MB de VRAM. Et ça tient en route en une compresse 10 bits. Je travaille par contre dans un range de 23 976 de frame rate ou des fois des projets de séries télé à 25 images, tournés en HDCAM européen. Bon, ben avant de continuer, j'ai la misère à voir tout le monde, là. J'aimerais ça faire un petit exercice pour le fun. En fait, j'aimerais savoir vos intérêts par rapport à la colorisation ou à la correction de couleur. Bien, il y a 2 semaines, quand Mathieu m'a appelé, il m'a invité à dîner, il dit « J'aimerais ça que tu viennes parler d'étalonnage. » J'ai dit « Étalonnage? » J'ai dit « Moi, mon background, c'est un background de TI, de vidéo broadcast. » J'ai dit « Moi, je ne travaille pas dans le film, là, je ne fais pas de l'étalonnage comme tel. » Mais je me suis mis à faire une recherche, c'était quoi, description d'étalonneur. Puis en France, ils appellent ça, pour votre audience européenne, du color grading. donc en fait, je vais vous parler un petit peu dans cette présentation-là d'où ça vient le travail de coloriste à partir du chemin qui n'est pas du film, mais plutôt de la vidéo, qui est plus mon champ d'expertise. Et puis, je vais vous montrer aussi des extraits de trucs sur lesquels j'ai travaillé. Puis j'ai fait des split screens pour que vous voyez avant et après. Puis je vais vous montrer, je vais vous parler des qualités que ça prend pour faire ce travail-là. Et puis bon, de la réalité du travail. Mais avant, juste pour faire un lien avec ça, je dois vous dire que si vous ne voyez pas le chiffre du milieu, vous êtes peut-être daltonien, mais ce n'est pas certain, parce que moi, je le vois très bien ici sur le laptop. C'est quand même un projecteur qui fait le travail, mais ce n'est pas balancé nécessairement colorimétriquement. Il y a 2300 lumens. En tout cas, c'est certain que vous devez voir, je vais m'asseoir, hein, je pense que ce sera une bonne chose. Donc, sûrement, tout le monde voit les chiffres 12 et 56. Et peut-être le chiffre 29. Mais si vous ne voyez pas le 2, le 8, le 45, le 5, le 6 et le 7, pour le 45, j'en conviens que le projecteur ne le rend pas tout à fait. Vous êtes colorblind. Donc, de ce dont je vous parle, ça n'est pas supposé de vous intéresser. Il y en a-t-il plusieurs? Est-ce que je continue? En tout cas, pardon? Donc, l'expression étalonnage, là, c'est 2 choses. Ça s'exprime en assurant une continuité de plan, et un raccord de plan, dans un premier temps, d'ajustement des contrastes et des couleurs, et aussi du grain de film. Ça, c'est la définition vraiment du monde du film. Et aussi de l'étalonnage secondaire, qui est vraiment un travail qui est supplémentaire, qui est vraiment, on appelle ça des looks et relooks, comme tu disais, tu arrives d'Europe. OK, et des looks expressifs, donc qui permettent de artistiquement soutenir le travail du directeur photo ou réalisateur. Donc, je vais tout de suite passer à la prochaine slide parce que je pense que ça veut tout dire. Donc, on parle d'étalonnage, on parle de correction de couleur. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des outils de correction de couleur ici? Bien, je pose la question parce qu'on mélange souvent étalonnage, correction de couleur, colorisation, color grading. Je vais faire un petit bref historique. Là. À gauche, on voit un téléciné, puis à droite, on voit un datociné. Donc, on va couvrir un petit peu le spectre entre le téléciné et le datociné, juste pour raconter une petite histoire d'où ça vient le travail de coloriste. Donc, dans les années 80, beaucoup de travail se faisait en film, puis c'était amené à la vidéo. Par exemple, la pub tu as tourné en 35, et puis on passait à travers un téléciné. Puis, il y avait quelqu'un qui
qui travaillait sur le téléciné, puis qui faisait des ajustements de couleurs de base pour être sûr que ce qui sortait de là était adéquat pour la vidéo. Ça finissait en résolution standard. Donc, et parallèlement à ça, en montage, on avait on appelle ça des time-based correctors, puis on avait simplement 4 niveaux d'ajustement. On jouait avec la brillance, on jouait avec le contraste, la teinte, puis la saturation. Puis c'était généralement catastrophique parce que le jeu que tu avais dans la teinte, là, c'était « oups, la face trop mauve, oups, la face trop verte, oups ». Donc, c'est à peu près ça. Dans les années 80 du montage, dans le monde analogique, c'était ça. On faisait de la correction de couleur, tant bien que mal. Puis absolument, on corrigeait l'ensemble du document parce que commencer à faire ça par plan, là, ça se faisait pas. Encore aujourd'hui, je dirais que des outils comme ça, par exemple, un three-way color correcting, moi, j'appelle ça un outil de correction de couleur. Il est un peu plus sophistiqué, mais je pense qu'il permet, sans plus, de faire à peu près la même chose. Dans la même catégorie, je mettrais un Avid Symfony, puis là, j'ai mis aussi le Color Finesse là, de Synthetic Aperture. Par contre, dans le cas de ce logiciel-là, je connais quelqu'un qui a fait Kim In-Nguyen, qui a fait le film Le Marais. Lui, ça y a pris 1 an, mais il a fait un maudit bol job avec ce logiciel-là. Donc, ça demande des outils quand même qui ont relativement pas mal de flexibilité, mais pour en travailler d'une façon efficace et concrète, c'est pas tout à fait ça que ça prend. Et c'est probablement pour ça que dans le package de Final Cut Studio 2, on a encore l'outil de correction de couleur dans Final Cut, et puis on a bundlé l'application qui s'appelle Color. Pourquoi avoir bundlé l'application Color dans un kit qui est aussi démocratique? Peut-être qu'on commence à considérer l'importance de travailler les images, de les ajuster, les coloriser. Peut-être le fait qu'on a à dealer avec différents codecs, différentes résolutions dans le monde du vidéo numérique, que ça devient incontournable. Donc, pour continuer l'histoire des années 80, il y a un des outils qui a émergé suite au téléciné qui s'appelle le DaVinci. Donc, il y avait dans ces années-là un DaVinci Renaissance 888 et non 444. Et puis, ça travaillait en standard def. Et la puissance de cet engin-là résidait surtout par ses interfaces. Toute l'interface, l'environnement biométrique pour travailler efficacement, c'est ce qui fait que tu sors ton show, tu ne le sors pas dans le temps requis. Puis, et également, eux avaient des cartes propriétaires graphiques qui permettaient de prendre le signal vidéo analogue d'un deck analogue et de le traiter graphiquement en temps réel et de le sortir sur un autre ruban. On appelle ça un cheminement workflow tape-based qui est relativement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau du file-based, qui est un environnement non destructif. Donc, je vais y revenir un peu plus tard à ça. Donc, les gens qui travaillaient sur les télécinés, ils sont recyclés, puis sont devenus des coloristes. C'est comme ça que ça a commencé, les coloristes. Et puis, ceux qui étaient tannés de jouer sur leur time-based corrector, ils ont trouvé que la bébelle était peut-être plus le fun à utiliser. Mais il reste qu'il n'y en avait pas tant que ça coûtait cher, puis c'était pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on a des outils encore plus sophistiqués, beaucoup plus coûteux, une installation dans un environnement tout calibré, avec une interface comme ce qu'on voit ici, qui est par exemple le FilmLight, BaseLight. C'est quand même un outil qui permet de travailler jusqu'à des résolutions de 4K, qui a un gros render farm en arrière. C'est un environnement non destructif qui fait appel vraiment à... On prend une source, on la traite un peu virtuellement dans les engins graphiques, là, on appelle des GPU, et puis on le render. Puis dans ces cas-là, c'est des render farms qui sont annexés en arrière puis qui render en temps réel. Dans cette même catégorie d'équipements-là, on retrouve le DaVinci 2K qui était organisé avec le Resolve, le Digital Vision Nucoda, le Autodesk Luster, puis le Quantel Pablo, qui a le même pattern que le DaVinci au niveau évolution engin graphique propriétaire. Suite à ça, pourquoi on trouve un package, mettons, comme Color dans Final Cut Studio, c'est qu'il y a vraiment une démocratisation, pas juste des applications, mais du matériel.
comme je vous dis, moi, il y a 2 ans, quand j'ai installé une des stations, c'était un G5 Quad, carte graphique, performante. L'application que j'ai installée là-dessus s'appelle Silicon Color, qui a été acquis par Apple, qui s'appelle maintenant Color. Et Color roule sur mon Mac Pro ici. Là. C'est une carte, une 8600, NVIDIA 8600 GT, puis ça peut fonctionner là-dessus. Donc, la technologie évolue tellement vite, la capacité CPU, la capacité GPU, les RAID, l'accès aux RAID avec du gros bandwidth, et puis les CPU, on peut avoir un 8-core Xeon 3 GB à 64 bits, quand même à des prix vraiment impressionnants là, pour la puissance de calcul phénoménale qu'on a maintenant. Donc, on peut dire qu'il n'y a plus vraiment de barrière à l'entrée au niveau du matériel. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas toute la convivialité et l'intégration des grands manufacturiers dans leur système et le même support, mais il y a moyen quand même de se débrouiller là-dedans si on est un peu techie puis qu'on a la passion de la colorisation. Donc, dans les outils, moi j'ai travaillé il y a 2 ans avec la technologie, j'étais bêta-testeur en version 3 sur la technologie SpeedGrade d'Eridas, qui est une compagnie allemande à Munich. Et j'ai travaillé de la version B3 jusqu'au Candidate Relate, qui est à la version 15, qui est un outil qui est basé sur le même principe. Tu prends une référence de vidéo, tu gères le graphique en GPU et tu re-renders, tu reconstitues une nouvelle image au bout. Et le défi là-dedans, c'est d'être capable de visualiser ça en temps réel, puis c'est une image virtuelle, que ça soit le plus près possible, essayer d'éviter de travailler en proxy, de la résolution native, et surtout dans une cadence, un framerate qui tient la route pour que les gens qui ont à faire des approbations n'attendent pas après toute la nuit pour que le render soit fini. Donc, une autre application qui est dans cette même catégorie, c'est que je connais un peu moins, mais que j'ai déjà vu, ça s'appelle la Simulate Scratch. Et le troisième que je connais très bien, puisque je l'utilise maintenant, qui est Color, qui vient de la compagnie Silicon Color, qui était à San Diego. Donc, ce que j'aime particulièrement avec la technologie de Color, et ce que Apple a fait, c'est l'intégration XML. Dans la plupart des workflows, même dans les gros systèmes, c'est un workflow basé où on a un montage, une finition d'un PixLock qu'on reformate pour la colorisation, c'est-à-dire on fait des head and tail de plan par plan. Et le seul métadata qu'on agence aux médias, c'est du CMX 3600, qui est une liste EDL standard qui existe depuis les années 80, le système de montage du temps. Et ça ne permet pas vraiment de travailler sur différents layers, ça ne permet pas de gérer les transitions, ça ne permet pas de gérer toutes les formations métadata reliées à particularité du média. La résolution spatiale d'un DVC Pro versus un HD Cam versus le framerate, toute cette information, c'est embeddé dans l'XML, ça. Donc, au niveau du formatage, au niveau de la conformité et au niveau aussi de tous les paramètres. Hey, est-ce que j'ai un ralenti? Est-ce qu'il y a un accéléré? C'est pas évident à gérer ça dans n'importe quel environnement. Puis ça, c'est révolutionnaire, tout ce workflow-là qui est bien embeddé entre les deux. Donc, bref, un petit peu de technique, parce que, comme j'avais dit à Mathieu, je vais parler un petit peu, c'est quoi le travail, puis pourquoi. Puis pour le pourquoi, je vais vous montrer un peu les comparatifs, puis c'est à vous de juger. J'ai l'impression qu'avec tous les formats de caméra qu'on connaît aujourd'hui, c'est un incontournable. Puis le monde digital cinéma va déléguer de plus en plus à la post-production la gestion de la couleur. On retrouve même maintenant sur les plateaux de tournage, de tournage en vidéo numérique, haute résolution, des DIT, il y a des directeurs d'intégration technique qui s'occupent absolument d'être là pour que les lookup tables matchent avec le setup à colorisation. Donc, il y a une grosse évolution là-dedans. Il y a même des caméras qui ils font un peu comme la photo numérique quand tu travailles en RAW.
et qui délègue toute la conversion du pick-up des CCD, là, que les photosites, qu'est-ce que ça ramasse, puis toute la conversion est faite à l'extérieur et peut être gérée en post-production. Donc ça, c'est un autre step, mais ça, je n'en parlerai pas ce soir. Donc, c'est quoi la job d'artisan coloriste? Quelles sont les compétences requises pour faire ce travail-là? Moi, je résume ça par une expression anglaise là, que j'ai lue quelque part qui est artistically and technically savvy. Donc, je pense que c'était un incontournable. Tu ne peux pas faire juste une discipline artistique puis pas comprendre avec quel média tu travailles. Il faut vraiment que tu plonges dedans. C'est comme un musicien qui ne sait pas faire du MIDI ou qui n'est pas capable de jouer avec ses interfaces et tout. Il se limite. À mon avis, il faut que ça cogne entre les deux hémisphères assez souvent, puis essayer de trouver un équilibre là-dedans, puis de répondre aux besoins des clients sans lui donner tout le fardeau de la technique qui est en arrière. Donc, je disais qu'on prenait conscience de plus en plus de la colorisation. C'est pour ça que ça se démocratise. Puis lorsqu'on compare les sources originales d'une caméra, beaucoup vont dire, ben moi, un white balance automatique à cette heure, pas besoin de ça. Moi, de la colorisation, voyons donc, pourquoi je paierais pour ça? Mais c'est effectivement, quand quelque chose est très beau à la base, tu peux t'en contenter. Mais la job d'un coloriste, c'est de prendre quelque chose qui est beau et de le rendre encore plus beau. C'est plus beau, puis de rajouter avec modération. Et puis la puissance maintenant des cartes GPU permet de prendre un signal X, de le reconstituer encore plus beau. En vidéo analogique, on disait une expression très élégante qui était shit in, shit out. Ou peut-être, oui, ou en français, merdine, merdate. Anyway. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus dire ça en numérique. Puis je vais vous montrer des choses tantôt, vous allez être surpris. On reconstitue le signal, on le reshape, on enlève les blockings, on fait du chroma upsampling. Moi, je traite l'image. Moi, j'aime ça traiter l'image. Moi, j'aime ça pousser la machine à la planche. Déjà que le vidéo, ça n'a pas la latitude du 35 mm, bien, on essaie de se donner le maximum de chances pour que ça soit beau quand c'est projeté, en film ou en projection numérique. C'est toute une question de color space, toute une question de vraiment jouer avec la lumière au maximum, puis les codecs, puis tout. Mais donc, je vais vous montrer en split screen quelque chose qui n'a pas switché. Un petit peu. OK. Donc, je vais vous montrer en split screen. C'est un petit, en fait, c'est gracieuseté de Panasonic. C'est un démo tape, probablement fait au Japon, de Panasonic, tourné en 720p. C'est du DVC Pro 100 HD. Et c'est très beau, c'est impeccable, hein, c'est un démo tape. Et je me suis permis de le recoloriser. Mais c'est juste, je dois vous dire qu'il est impeccable. Il est broadcast standard partout. Puis c'est très personnel ce que j'ai fait. Là, c'est une question de perception, comment on voit la lumière, puis comment on l'apprécie. Puis, en tout cas, gracieuseté de Lucio Guerra de Panasonic, j'ai travaillé avec ce ruban-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais avoir du son, hein? Attention, les oreilles. Évidemment, là, c'est pas... ben c'est ça, il faut se poser des questions. C'est celui qu'on aime le plus. C'est de la perception. Les deux sont très bons. Ben ça, c'est à vous de juger, là. Ça dépend comment vous aimez ça. Si vous aimez ça plus bleu ou plus vert, ça, c'est vous le client.
Regardez, la source originale, c'est à gauche. Et regardez ce que je vais chercher. Bien souvent, dans un signal 422, codec 422, il y a trop de verre. Il y a du verre partout parce que l'abstraction du R-B, du Y-B, du bleu, moins luminance. Donc, le component, ça fait du vert. Il faut aimer le vert. Moi, j'aime le bleu parce que du codec vision, c'est bleu. Pas vert. puis la lumière est plus blanche. Donc, c'est une question de goût. Moi, j'ai augmenté le contraste là-dessus, par exemple. Ça aurait pu être plus washé. Tu sais, la correction de couleur, c'est toujours une question de perception de goût. Et après ça, quand on traite la lumière, on oriente la lumière, on la masque, on l'oriente, on fait semblant que c'est ensoleillé quand ça ne l'est pas. On exagère les couleurs. Bien, c'est au choix de la direction artistique, c'est au choix des réalisateurs, au choix des directeurs photo. Nous, on est là pour répondre à des looks, à des commandes et à faire avancer le signal. Donc, elle a été éclairée dans des conditions idéales, probablement pour faire le démo, des lampes qui sont balancées, beaucoup plus chaudes, l'environnement. Et moi, je prétendais, en regardant ça, que dehors, c'était de la lumière ambiante, puis c'était plus en éclairage naturel, puis c'était plus bleu. Mais selon les goûts, on peut aimer ça plus vert. Moi, j'ai rien contre. Je peux en faire du vert tant qu'on veut, puis je peux faire du bleu. Tu sais, j'ai pas mal de spectres dans l'environnement. Donc, tous les documents que je vais vous montrer sont normalisés en 1920 par 1080. J'ai playback du MacBook Pro en 1920 par 1080, donc ça peut jerker un petit peu. C'est tout du 24 images ou du 23,976. J'ai squeezé pour fitter dans le format d'écran parce que l'écran ne fait pas du HD.